Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Géopolitis. Qui d'entre nous peut vraiment se passer de ça ? En moyenne, on le touche 2617 fois par jour. Mais qui ne s'est pas demandé si cet objet aussi banal qu'une montre n'était pas l'espion le plus sophistiqué jamais inventé ? Les petits poussets numériques que nous sommes sèment des milliards de données, un big data qui fait la fortune des géants d'Internet et qui permet d'influencer nos achats, mais aussi les votes, comme en 2016 aux États-Unis. En Chine, champion de la vidéosurveillance de masse, la lutte contre le coronavirus permet aussi de resserrer le contrôle contre les opposants. En 1989, la Suisse découvrait effarée l'affaire des fiches. Plus de 900 000 personnes surveillées et fichées, parfois sans aucune raison, sous couvert de lutte contre le communisme. Les uns voient dans le numérique un outil fantastique d'accès aux informations et de partage avec leurs proches. Et ils ont raison. Les autres se désespèrent au contraire de l'emprise grandissante du capitalisme de surveillance qui emprisonne les cybercitoyens. Et ils ont raison aussi. Le moindre de nos clics, le plus banal dialogue avec notre assistant vocal permettent de nous profiler jusque dans notre santé, de nous suivre à la trace, pour reprendre le titre du livre de notre invité, Olivier Tesquet. Et les photos que nous partageons sur Instagram ou Facebook, aspirées par le logiciel Clearview, alimentent une base de 3 milliards de photos, permettant ensuite à différents services de police de traquer n'importe quel suspect grâce à la reconnaissance faciale. C'est Big Brother, la dictature en moins. Au nom de la sécurité, du confort, de loisirs et d'informations à portée de clic, nous acceptons d'aliéner une part de notre vie privée. A l'inverse, l'exemple chinois nous montre la surveillance de masse dans sa version totalitaire, avec l'objectif d'installer 600 millions de caméras, soit une pour 2 habitants. Mais la soi-disant version libérale est à peine moins inquiétante. Ainsi, pas un jour sans de nouvelles révélations sur les outils familiers que l'on utilise. Aux États-Unis, Google peut accéder au dossier médical de millions de patients. Et sans aucune intrusion, les photos que l'on partage sur les réseaux sociaux peuvent être utilisées à d'autres fins. Tour d'horizon de la surveillance plus ou moins invisible et consentie avec Elsa Anguinolfi. « 3 milliards de photos de visage, prélevées sur les réseaux sociaux et une multitude d'autres sites internet pour former une immense base d'identification. Une base que l'on ne doit pas à une agence de renseignement, mais à une très discrète start-up américaine nommée Clearview. Grâce à ces photos, la société promet d'identifier en quelques minutes des criminels filmés par exemple par des caméras de surveillance via un programme de reconnaissance faciale très perfectionné. Une pratique illégale en Suisse, mais qui aurait séduit 600 services de police aux États-Unis et au Canada. Son coût, de 10 000 à plus de 250 000 $ par an. C'est l'un des derniers exemples du gigantesque marché des données créé par Internet et les progrès de l'intelligence artificielle. On est vraiment dans une logique commerciale d'économie du numérique, qui est une économie de la donnée, où le but du jeu, c'est de contraindre ou de solliciter les personnes qu'elles soient de plus en plus connectées en permanence et qu'elles soient amenées à livrer de plus en plus de données. Un marché alimenté plus ou moins consciemment par plus de la moitié de l'humanité, 54% de la population mondiale est connectée. En recoupant les traces laissées sur Internet, il est possible de savoir si vous aimez les chaussures de marque, si vous êtes plutôt écolo ou si vous avez des enfants. Des informations qui permettent de dresser un profil virtuel qui peut compter des milliers de données différentes. Ces profils sont revendus à des annonceurs pour vous envoyer de la publicité ciblée. Mais il n'y a pas que lorsque vous naviguez activement sur Internet que vous semez des informations. De nouveaux objets connectés rentrent aussi dans vos maisons. Alexa, allume la lumière. D'accord. Bien. Des assistants vocaux qui écoutent et enregistrent certaines conversations. Des judins intelligents qui filment ceux qui se présentent à la porte. Can I help you? Des frigos connectés qui détectent ce que vous mangez. Et bientôt, des robots programmés pour anticiper vos souhaits. Rien ne pourra leur échapper. Hi, Bali. Un autre marché intéresse de plus en plus les géants d'Internet, la santé.
Les sommes investies par les États et les individus pour se soigner sont considérables. 10 400 francs par habitant et par an aux États-Unis, 7 200 francs en Suisse, 4 900 en France. Google a signé des accords avec des hôpitaux britanniques et américains pour traiter certaines données sensibles. Amazon a racheté une société de pharmacie en ligne active outre-Atlantique. Et Facebook se lance dans les recommandations médicales. Objectif officiel, améliorer la prise en charge des patients. Mais comment être sûr qu'un jour ces données ne servent pas, par exemple, à adapter vos primes d'assurance ou votre accès au crédit en fonction de votre état de santé ? Olivier Tesquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama, spécialiste du numérique, et dans votre livre, vous décrivez de manière assez saisissante la façon dont nous sommes les victimes plus ou moins consentantes de ce qu'on peut appeler la surveillance de masse. Vous parlez de petits poussés numériques, on sème des traces un peu partout. Alors est-ce que tous nos usages du web mènent à une surveillance ? Oui, parce que souvent, quand on imagine la surveillance, on voit des dispositifs régaliens, on voit des filatures à l'ancienne, on voit des espions avec des chapeaux mous et puis des imperméables mastiques. Et en fait, aujourd'hui, la surveillance dans laquelle on vit, c'est une surveillance qui est assez gazeuse. Et gazeuse au sens où elle est inodore, incolore, on ne la perçoit pas nécessairement comme une surveillance. Alors c'est à la fois la surveillance des grandes plateformes, de nos usages du quotidien, sur Facebook, sur Google, sur Amazon, sur tout un tas d'autres plateformes de ce type-là. Et puis c'est la surveillance que nous impose tout un tas d'acteurs qui sont clandestins, semi-clandestins, qui viennent un peu huiler les rouages justement entre ces grandes plateformes et puis entre les États. Alors, à quoi ça peut mener ? On parle de profilage, on parle de prédictibilité de nos comportements. Ça peut aller très, très loin, finalement, cette surveillance ? Je crois que la notion importante là-dedans, c'est la notion de double numérique ou de profil. Parce que le profil, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a sur Facebook, ce qu'on a sur Instagram, ce qu'on a encore une fois sur les réseaux sociaux, par exemple. Et puis, il y a le profil qui est la recomposition informatique de nous-mêmes, de nos comportements, la modélisation mathématique, quelque part. Et ce profil-là, ce double numérique, ne nous appartient pas vraiment dans la mesure où ce sont les entreprises, grosses, petites, connues, invisibles, qui l'utilisent, soit à des fins de ciblage publicitaire, soit à des fins qui peuvent être et qui seront de plus en plus sécuritaires, parce que finalement les États, comme les entreprises, quelle que soit leur taille, partagent la même obsession, c'est-à-dire la prédiction des comportements. Alors vous parlez de ciblage publicitaire, en gros on fait de l'argent sur notre dos. Vous écrivez, je crois, nous sommes le nouveau pétrole. C'est quoi ? Nous sommes le pétrole de ces industries ? On dit souvent que les données sont le nouveau pétrole. Alors, c'est une analogie qui est un peu bancale. Surtout, la véritable matière première, plus que nos données, ce qui est finalement assez impersonnel, désincarné, c'est nos existences. C'est-à-dire qu'on devient la matière première qui est utilisée pour effectivement prédire nos comportements, anticiper ce qu'on va faire, modeler nos désirs, nous faire répondre à une série parfois d'attendus sociaux par rapport à un certain nombre de comportements. Et de ce point de vue-là, on est mis au travail quelque part par toutes ces entreprises. Alors c'est un consentement volontaire, on est un peu dans ce que la Boétie appelait la servitude volontaire. Oui, parce que là aussi, l'imaginaire de la surveillance est très empreint de sa dimension orwellienne. Quand on voit un dispositif de surveillance, tout de suite, on a tendance à voir Big Brother dans 1984. Or, c'est pas, à mon sens, la grille de lecture la plus pertinente sur le sujet, parce que 1984 est un livre sur le totalitarisme. Or, aujourd'hui, l'imposition de la technologie, elle est pas totalitaire, elle joue beaucoup sur notre désir. Et par exemple, aujourd'hui, quand on a des gouvernements qui veulent nous imposer la reconnaissance faciale, comme ça arrive de plus en plus, eh bien, leur argument, c'est de dire, mais vous donnez déjà toutes vos données à Facebook, à Google, à toutes ces entreprises que je cite depuis le début. Pourquoi vous n'accepteriez pas de prêter votre visage quelque part à l'État en qui vous pouvez mécaniquement avoir confiance ? Donc en gros, c'est ce pacte faustien, je crois que vous utilisez ce terme, la sécurité, le confort d'un côté, puis en échange, on accepte de se départir un petit peu de sa vie privée, de son intime. Je crois qu'effectivement, il y a deux leviers très puissants. Il y a le levier de notre propre désir, c'est-à-dire qu'effectivement, ces services nous facilitent la vie et les grandes plateformes font tout pour se présenter comme autre chose que des dispositifs de surveillance. Facebook promet de connecter le monde, de rapprocher les gens, de redéfinir les normes de la vie sociale. Et puis, de l'autre côté, on a des gouvernements et parfois aussi des entreprises qui s'allient à elles. Il y a une hybridation très très forte qui, elles, insiste sur la nécessité de sécurité, parce qu'on est dans un monde où on nous dit depuis assez longtemps maintenant que la sécurité est la première des libertés, que la sécurité
Et la condition de l'exercice de la liberté, ce qui est un peu abusif, mais c'est un autre débat, mais là aussi c'est un levier très puissant parce qu'effectivement, la technologie permet à leurs yeux de garantir cette sécurité. Alors justement, vous parlez de sécurité, il y a en ce moment, on a appris ça il y a quelques semaines par le New York Times, un logiciel qui s'appelle Clearview, qui a siphonné, je crois, 3 milliards de photos sur Facebook, Instagram, et qui sert en quelque sorte à profiler des criminels. Ça va très très loin, ça. Alors, le cas de Clearview est très emblématique parce qu'on est typiquement face à une société dont le grand public n'avait jamais entendu parler avant l'article très exhaustif du New York Times. Et on voit qu'en fait, il ne faut pas grand-chose. Il faut quelques bouts de ficelle et puis quelques millions de dollars d'investissement pour bâtir une base de données. Alors vous l'avez dit, 3 milliards de visages. À titre de comparaison, c'est 7 fois et demi plus que la base de données de reconnaissance faciale du FBI, qui est l'une des plus fournies. Et donc Clearview a ensuite vendu ces services à tout un tas de forces de police de manière assez discrétionnaire. Et là, on voit le côté très toxique, nocif de cette clandestinité, parce qu'effectivement, ça échappe complètement au débat public et à la régulation. Il y a un autre domaine, évidemment, qui est gigantesque, c'est la santé. En gros, on peut accepter un pacte aussi avec des assurances, peut-être en échange d'une meilleure prime. On acceptera de donner un certain nombre justement, d'accès à nos données intimes de santé. C'est quelque chose vers quoi on se dirige, ça ? Alors je crois que sur les données de santé, c'est particulièrement important, révélateur, et ça risque d'être assez crucial dans les années qui viennent, parce que de toutes les données personnelles, protégées par la loi d'ailleurs comme telles, les données de santé, avec les données biométriques, c'est-à-dire les informations sur notre corps quelque part, sont les données les plus protégées. C'est les plus protégées parce que c'est celles aussi qui valent le plus d'argent. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui on a de plus en plus d'entreprises, de grosses entreprises, notamment les plateformes dont il est souvent question, qui investissent massivement dans la santé. Et je crois que de la même manière qu'on a cette injonction sécuritaire très très forte en nous disant que la technologie va par exemple servir à combattre le terrorisme, eh bien la santé, les recherches en intelligence artificielle autour de la santé, du respect d'un régime de savoir-vivre quelque part, vont être justifiées par une incantation qu'on entend assez souvent, c'est-à-dire on va vaincre le cancer. Et c'est très difficile de s'opposer à ça. Alors évidemment, il y a des conséquences politiques aussi. On est maintenant à quelques mois d'élections américaines et on peut se demander si, comme il y a 4 ans, il n'y a pas ce risque aussi de manipulation de l'élection par ce fameux scandale Cambridge Analytica. On voit ça tout de suite avec Gaspard Kuhn et Marc Julmy. Des enquêteurs perquisitionnent dans les locaux de Cambridge Analytica à Londres, premier acte d'un scandale planétaire. Créée par les stratèges de l'extrême droite aux États-Unis, la société utilisait les données personnelles de millions d'électeurs américains à leur insu. Des montagnes d'informations préalablement siphonnées par Facebook qui ont permis de manipuler le scrutin présidentiel de 2016 au bénéfice de Donald Trump. Depuis lors, Cambridge Analytica a fait faillite et Facebook a payé une amende de 5 milliards de dollars. Pour autant, peut-on, à quelques mois de nouvelles élections présidentielles aux États-Unis, affirmer que cela ne va pas recommencer ? Une manipulation comme celle qu'on a pu voir avec Cambridge Analytica est tout à fait possible aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a eu récemment une polémique à Washington puisque les services de renseignement ont fait un briefing durant lequel ils ont averti les membres du Congrès pour dire que les Russes allaient probablement à nouveau intervenir et qu'ils intervenaient même déjà dans l'élection présidentielle de 2020 en faveur de 2 candidats, Donald Trump du côté des Républicains et Bernie Sanders du côté des démocrates. Alors, ça a suscité la colère du président Donald Trump qui a décidé de renvoyer le directeur des services de renseignement. Donc oui, on peut s'attendre à une influence russe dans l'élection présidentielle de 2020. Face aux fake news et aux manipulations, le Congrès des États-Unis tente de faire le ménage. La plupart des élus veulent définir un cadre légal pour la récolte par les géants du web des données personnelles de leurs membres afin de mieux contrôler leur utilisation. Mais les logiques partisanes l'emportent. Les républicains disent « Attention, si vous luttez contre les fake news, vous allez probablement lutter contre la candidature de Donald Trump et contre les républicains. Et donc, ne faites pas la défense du politiquement correct. » Et cet argument, on sait qu'il trouve un certain écho chez Mark Zuckerberg, le directeur de Facebook. Et il y a une division au sein même de Facebook entre ceux qui sont plutôt pro-républicains, qui sont dans les bureaux à Washington, et ceux qui sont plutôt pro-démocrates, qui sont dans les bureaux en Californie. Et au final, Facebook est finalement plutôt sur la réserve sur cette élection de 2020. Mais le siphonnage des informations personnelles par les géants du web ne va pas s'arrêter en si bon chemin, tout comme la manipulation de ces données par des groupes d'opinion ou des États. 4 ans après Cambridge Analytica, des acteurs plus efficaces encore ont pris le relais.
On parle aujourd'hui d'élections truquées en Malaisie, au Kenya, au Brésil, soit pas moins de 68 pays où la démocratie se retrouverait aujourd'hui sous contrôle. Alors, Olivier Tesquet, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la démocratie ? On voit par exemple aujourd'hui, avec tout le discours autour de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale, qu'il faut à tout prix ne pas rater le train, il faut pouvoir suivre la Chine, suivre les États-Unis. Et je crois qu'effectivement, on est un peu en perte de contrôle par rapport aux outils. Et je repense à ce que disait Ivan Illich, qui était l'un des grands penseurs de la technocritique dans les années 70, et qui parlait de la convivialité, et qui disait finalement que des outils conviviaux, c'est des outils qui se mettent au service de l'homme. Or aujourd'hui, il me semble qu'on est de plus en plus face à des outils qui nous échappent, et du coup on est en droit de se demander qui est au service de qui. C'est ça, avec le développement de l'intelligence artificielle, des robots qui prendront notre place, on est un peu dans cette espèce de science-fiction, de scénario de science-fiction. On est à la fois dans un scénario de science-fiction et puis on est dans un scénario où on ne maîtrise plus grand-chose. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, en ce moment, qu'on va établir une sorte de troisième voie, par exemple, sur l'intelligence artificielle, qui serait une voie européenne, éthique, plus transparente, respectueuse des libertés. Et on nous dit, à ce titre-là, qu'on va, par exemple, auditer les algorithmes. C'est-à-dire qu'on va soulever le capot et puis on va regarder ce qui se passe à l'intérieur pour éviter, justement, d'avoir des biais algorithmiques qui reproduisent des préjugés racistes, par exemple, comme on le voit souvent avec les algorithmes, notamment en matière de reconnaissance faciale. Or, aujourd'hui, quand vous parlez à des chercheurs en intelligence artificielle, ils vous expliquent bien que si vous soulevez le capot, en fait, tout ce que vous allez voir, c'est une espèce de bouillie informe, parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de comprendre les résultats, de savoir pourquoi un algorithme est arrivé à telle ou telle conclusion. Et je pense que si on n'est pas capable de maîtriser complètement cette technologie, peut-être devrait-on se poser la question de son déploiement. Alors justement, la question c'est comment on peut résister. En Suisse, on a évidemment un grand débat en ce moment autour de la 5G. Il y a une initiative populaire qui va être sans doute votée contre l'installation des antennes. Pour le moment, il y a quelques cantons qui ont stoppé l'installation de ces antennes. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Je crois que l'exemple de la 5G que vous citez est assez intéressant parce que c'est la convergence de deux questions finalement. Aujourd'hui, on est dans une époque où on nous dit de plus en plus, et on a des études qui le prouvent, que l'impact environnemental du numérique est assez désastreux, c'est très énergivore, ça pollue. Et donc de ce point de vue-là, le déploiement de la 5G ressemble quand même à une aberration écologique. Et puis quand on se demande à quoi va servir la 5G, finalement elle va servir à avoir de plus en plus d'objets connectés, à automatiser par exemple la vidéosurveillance. Donc on pourrait se dire que c'est un non-sens ou une aberration technologique. Et donc on pourrait avoir autour de cette question, par exemple, une convergence entre des considérations écologiques d'un côté, des considérations technologiques de l'autre, qui rappelle un peu finalement ce qui s'est passé dans les années 70 avec l'émergence de l'écologie politique, où la technocritique, telle qu'on l'appelait à l'époque, était très orientée par exemple dans la lutte contre le nucléaire. Donc je crois qu'on pourrait avoir comme ça une rencontre entre ces sujets, et puis la question des villes, qui vont être aussi un territoire, un laboratoire, comme le disent certains élus de la surveillance, va aussi permettre de visibiliser ces dispositifs et de visibiliser des rapports de force avec des populations qui peut-être parfois seront en mesure de dire non. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi là derrière d'un discours un petit peu, on va dire, réactionnaire, entre guillemets, de revenir à un passé un peu mythique? On sait très bien que c'est fini, quoi. On va pas retourner aux années un petit peu innocentes d'avant les réseaux sociaux, d'avant le numérique. Alors c'est effectivement souvent ce qu'on dit. Vous savez, il y avait Gunther Anders, qui était le mari d'Hannah Arendt, qui disait que quand on était critique de la technologie, on était un peu condamné à être réactionnaire, que c'était forcément un signe de conservatisme très très fort. Aujourd'hui, moi je voudrais un peu renverser cette espèce de charge du conservatisme ou de l'irrationalité, parce qu'on dit souvent que ceux qui s'opposent à tout prix au progrès, à l'innovation, etc., sont les réactionnaires. Moi je trouve que le danger et l'irrationalité, le conservatisme, peut-être justement, se situe précisément du côté de ceux qui pensent que l'innovation se substitue à tout choix politique à une époque où, précisément, on devrait avoir une délibération collective autour des orientations technologiques, des orientations techniques qui sont des choix politiques dans une société. Alors, on pourrait peut-être citer Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, c'est un peu ça ? C'est effectivement l'une des questions qui se joue aujourd'hui, mais je crois qu'on a vraiment besoin de trouver cette plateforme de délibération collective, que ce soit à des échelles locales, auxquelles je crois assez, parce que ça permet notamment d'impliquer des gens qui ne sont pas nécessairement, on va dire, les paroles habituelles de la technocritique, qui ne sont pas nécessairement des militants, des libertés publiques, des libertés numériques, mais qui peuvent être des gens qui, tout à coup, prennent la mesure de l'impact de la technologie dans leur vie.
Ben merci Olivier Tesquet, on retiendra ça. Il ne tient qu'à nous finalement de reprendre le contrôle de nos vies. C'est ça. Et de mobiliser le langage pour le faire, c'est-à-dire de bien nommer les choses notamment. Merci beaucoup Olivier Tesquet. Avec ses 200 millions de caméras de vidéosurveillance bientôt portées à 600 millions, soit une pour 2 habitants, la Chine est de loin le pays leader en matière de reconnaissance faciale et de contrôle social. Elsa Anguinolfi. Une population sous surveillance. La Chine compterait entre 200 et 350 millions de caméras selon les estimations, jusqu'à une pour 4 habitants. Dans certaines villes, des caméras intelligentes permettent d'identifier des délinquants recherchés, mais aussi de simples piétons qui traversent au rouge. Je pense que ça va très bien, parce qu'en Chine, les gens s'en fichent un peu du droit à l'image. Et il n'y a pas de problème si vous êtes discipliné. Une surveillance technologique qui s'étend avec la crise du coronavirus. Des gares sont équipées de caméras thermiques couplées à de la reconnaissance faciale pour identifier les voyageurs fiévreux. Une nouvelle application est aussi en test dans plusieurs villes. À partir d'un questionnaire, elle classe les citoyens en fonction de leur risque de contamination et serait déjà utilisée pour restreindre l'accès à certains lieux publics. « 70 ans de communisme ont habitué les Chinois à la discipline et au contrôle. Mais les nouvelles technologies donnent un potentiel inédit à ces politiques. C'est ce que certains analystes occidentaux nomment le techno-autoritarisme. Et les ambitions chinoises en la matière semblent illimitées. Le pouvoir teste dans certaines localités un système d'évaluation des citoyens basé sur l'analyse de données à grande échelle. Des dettes ou des écrits qui dérangent et l'accès à certains services peut être bloqué. Ce journaliste l'a expérimenté. Regardez, j'essaye de payer, et là il est écrit « Le passager Liu Hu a été listé comme une personne malhonnête. Vous ne pouvez pas acheter de billets d'avion pour le moment. » La Chine serait-elle devenue une sorte de Big Brother? Son système en tout cas effraie. Mais les plus grandes entreprises se mettent au pas. Microsoft a censuré certains résultats de son moteur de recherche en Chine et Apple a retiré des applications qui déplaisent au régime. La Suisse a déjà expérimenté la surveillance de masse. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, police fédérale et cantonale ont établi des centaines de milliers de fiches au nom de la lutte contre le communisme, mais aussi contre les séparatistes jurassiens et de nombreux autres citoyens. Retour sur la découverte du scandale fin 1989 pour notre rubrique Ce jour-là. Durant des années, depuis le début des années 60, la police fédérale chargée de la sécurité de l'État s'est livrée à une véritable chasse aux sorcières, dans le plus grand secret et en dehors de tout contrôle politique. À Berne, les enquêteurs ont découvert 900 000 fiches, une gigantesque bibliothèque de renseignements qui concerne près d'1 habitant sur 6 de notre pays pourtant si tranquille. L'actuel président de la Confédération, Arnold Koller, n'en revient pas. Lui-même est fiché. On va de rebondissement en rebondissement. D'autres fichiers sont mis à jour, par exemple au département militaire, au sujet d'officiers ou de soldats susceptibles, en cas de crise, de vouloir trahir la patrie ou commettre des sabotages. Fichés aussi des fonctionnaires indignes de confiance, fichés encore les autonomistes jurassiens et même les enfants orphelins hébergés par la Croix-Rouge suisse après la guerre. L'opinion publique est stupéfaite, elle découvre l'existence d'un État policier. Ich bin nicht ein Feuerkopf, aber jetzt habe ich die Nase voll. Ich habe die Nase voll de voir ce peuple suisse fiché depuis si longtemps. Ce peuple qui est l'un des peuples les plus laborieux, l'un des plus disciplinés, l'un des plus dociles du monde, ainsi fiché pour je ne sais quelle stratégie ou je sais peut-être quelle paranoïa. Écœuré aussi plus de 500 artistes qui menacent de boycotter l'année prochaine le 700e anniversaire de la Confédération.
Et devant le Parlement à Berne, on évoque même la démission du gouvernement. Avant de finir cette émission, voici encore quelques conseils pour vos lectures et vos écrans. À la trace, l'enquête très approfondie de notre invité, Olivier Tesquet, sur la surveillance de masse, dont nous sommes les victimes plus ou moins consentantes. C'est aux éditions Premier Parallèle. Et du même auteur, avec Guillaume Ledy, Dans la tête de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, dont le procès en extradition vers les États-Unis a commencé à Londres. Dans le monde diplomatique, un capitalisme de surveillance de l'américaine Shoshana Zuboff, l'une des meilleures spécialistes de cette nouvelle industrie de la donnée qui engrange des profits sur la manipulation des cerveaux. Un podcast de France Inter, Le Code a changé, nous fait découvrir avec humour et de belles références littéraires, comme Annie Ernaux, à quel point nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. La multiplication de notre race abolissait la sensation du temps qui passe. Alors ça, c'est incroyable, cette idée. Cette idée qu'on perdrait la sensation du temps qui passe, précisément parce qu'on n'oublie plus rien. Parce que Internet enregistre tout de nous. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur notre site, ou en podcast, ou sur les antennes de notre partenaire TV5 Monde. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. À bientôt.